Charles Darwin, L'origine des espèces, épisode 6, chapitre 1, partie 4. La sélection par les éleveurs, ancienneté de cette pratique, variété des motifs, formes conscientes et inconscientes. Si l'on tient suffisamment compte du rôle important qu'a joué le pouvoir sélectif de l'homme, on s'explique aisément que nos races domestiques, par des adaptations des structures et d'habitudes, se soient si bien conformées aux besoins et aux caprices de l'homme. Nous y trouvons en outre l'explication du caractère si fréquemment anormal de nos races domestiques et du fait que leurs différences extérieures sont si grandes alors que leurs différences portant sur l'organisme sont relativement si légères. L'homme ne peut guère choisir que des déviations de conformation qui affectent l'extérieur. Quant aux déviations internes, il ne pourrait les choisir qu'avec la plus grande difficulté. On peut même ajouter qu'il s'en inquiète fort peu. En outre, il ne peut exercer son pouvoir sélectif que sur les variations que la nature lui a tout d'abord fournies. Personne, par exemple, n'aurait jamais essayé de produire un pigeon paon avant d'avoir vu un pigeon dont la queue offrait un développement quelque peu inusité. Personne n'aurait cherché à produire un pigeon grosse-gorge avant d'avoir remarqué une dilatation exceptionnelle du jabot chez un de ces oiseaux. Or, plus une déviation accidentelle présente un caractère anormal ou bizarre, plus elle a de chances d'attirer l'attention de l'homme. Mais nous venons d'employer l'expression essayer de produire un pigeon paon. C'est là, je n'en doute pas, dans la plupart des cas, une expression absolument inexacte. L'homme qui, le premier, a choisi pour le faire reproduire un pigeon dont la queue était un peu plus développée que celle de ses congénères, ne s'est jamais imaginé ce que deviendraient les descendants de ce pigeon, par suite d'une sélection longuement continuée, partiellement inconsciente, partiellement méthodique. Peut-être le pigeon souche de tous les pigeons paons n'avait-il que 14 plumes caudales, un peu étalées, comme le pigeon paon actuel de Java, ou comme quelques individus d'autres races distinctes, chez lesquels on a compté jusqu'à 17 plumes caudales. Peut-être le premier pigeon grosse-gorge ne gonflait-il pas plus son jabot que ne le fait actuellement le turbite, quand il dilate la partie supérieure de son oesophage, habitude à laquelle les éleveurs ne prêtent aucune espèce d'attention, parce qu'elle n'est pas un des buts de cette race. Il ne faudrait pas croire cependant que pour attirer l'attention de l'éleveur, la déviation de structure doive être très prononcée. L'éleveur, au contraire, remarque les différences les plus infimes, les plus minimes, car il est dans la nature de chaque homme de priser toute nouveauté en sa possession, si insignifiante qu'elle soit. On ne saurait non plus juger de l'importance qu'on attribuait autrefois à quelques légères différences chez les individus de la même espèce, par l'importance qu'on leur attribue aujourd'hui. Que les diverses races se sont bien établies. Qu'on leur attribue aujourd'hui que les diverses races sont bien établies. De légères variations se présentent encore accidentellement chez les pigeons, mais on les rejette comme autant de défauts ou de déviations du type de perfection admis pour chaque race. Loi commune n'a pas fourni de variétés bien accusées. Aussi a-t-on dernièrement exposé comme des espèces distinctes dans nos expositions de volailles la race de Toulouse et la race commune qui n'en diffèrent que par la couleur, c'est-à-dire le plus fugace de tous les caractères. Ces différentes raisons expliquent pourquoi nous ne savons rien ou presque rien sur l'origine ou sur l'histoire de nos races domestiques. Mais on ne saurait dire qu'une race, pas plus qu'un dialecte d'une langue, ait une origine définie. Un homme conserve et fait reproduire un individu qui présente quelques légères déviations de structure, ou bien il apporte plus de soins qu'on ne le fait d'ordinaire pour appareiller l'ensemble, ses plus beaux sujets. Ce faisant, il les améliore, et ces animaux perfectionnés se répandent lentement dans le voisinage. Ils n'ont pas encore un nom particulier. Peu apprécié, leur histoire est négligée. Mais si l'on continue à suivre ce procédé lent et graduel, et que, par conséquent, ces animaux s'améliorent de plus en plus, ils se répandent davantage et on finit par les reconnaître par une race distincte, ayant quelque valeur. Ils reçoivent alors un nom, probablement un nom de province. Dans les pays à demi civilisés, où les communications sont difficiles, une nouvelle race ne se répand que bien lentement. Les principaux caractères de la nouvelle race étant reconnus et appréciés à leur juste valeur, le principe de la sélection inconsciente, comme je l'ai appelé, aura toujours pour effet d'augmenter les traits caractéristiques de la race, quels qu'ils puissent être d'ailleurs, sans doute à une époque plus particulièrement qu'à une autre, selon que la race nouvelle est ou non un nom à la mode. Et ou non à la mode. Plus particulièrement aussi dans un pays que dans un autre, selon que les habitants sont plus ou moins civilisés. Mais en tout cas,
il est très peu probable que l'on conserve l'historique de changements si lents et si insensibles. Je dirai maintenant quelques mots sur les circonstances qui faciliteraient ou qui contrarient l'exercice de la sélection par l'homme. Un haut degré de variabilité est évidemment favorable, car il fournit tous les matériaux sur lesquels se repose la sélection. Toutefois, de simples différences individuelles sont plus que suffisantes pour permettre, à condition que l'on y apporte beaucoup de soin, l'accumulation d'une grande somme de modifications dans presque toutes les directions. Toutefois, comme des variations manifestement utiles ou agréables à l'homme ne se produisent qu'accidentellement, ou on a d'autant plus de chances qu'elles se produisent, qu'on élève un plus grand nombre d'individus. Le nombre est, par conséquent, un des grands éléments de succès. C'est en partant de ce principe que Marshall a fait remarquer autrefois, en parlant des moutons de certaines parties du Yorkshire, ces animaux appartenant à des gens pauvres et étant, par conséquent, divisés en petits troupeaux. Il y a peu de chances qu'ils s'améliorent jamais. D'autre part, les horticulteurs qui élèvent des quantités considérables de la même plante réussissent ordinairement mieux que les amateurs à produire de nouvelles variétés. Pour qu'un grand nombre d'individus d'une espèce quelconque existent dans un même pays, il faut que l'espèce y trouve des conditions d'existence favorables à se reproduire. Quand les individus sont en petit nombre, on permet à tous de se reproduire, quelle que soit d'ailleurs leur qualité, ce qui empêchera la sélection. Mais le point le plus important de tous est, sans contredit, que l'animal ou la plante soit assez utile à l'homme, ou ait assez de valeur à ses yeux, pour qu'il apporte l'attention la plus scrupuleuse aux moindres déviations qui peuvent se produire dans les qualités ou dans la conformation de cet animal ou de cette plante. Rien n'est possible sans ces précautions. J'ai entendu faire sérieusement la remarque qu'il est très heureux que le fraisier ait commencé précisément à varier au moment où les jardiniers ont porté leur attention sur cette plante. Or, il n'est pas douteux que le fraisier ait dû varier depuis qu'on la cultive. Seulement, on a négligé ces légères variations. Mais dès que les jardiniers se mirent à choisir les plantes portant un fruit un peu plus gros, un peu plus parfumé, un peu plus précoce, à en semer les graines, à trier ensuite les plants pour faire reproduire les meilleurs, et ainsi de suite, ils sont arrivés à produire, en s'aidant ensuite de quelques croisements avec d'autres espèces, ces nombreuses et admirables variétés de fraises qui ont paru pendant ces 30 ou 40 dernières années. Il importe, pour la formation de nouvelles races d'animaux, d'empêcher autant que possible les croisements, tout au moins dans un pays qui renferme déjà d'autres races. Sous ce rapport, les clôtures jouent un grand rôle. Les sauvages nomades, ou les habitants des plaines ouvertes, possèdent rarement plus d'une race de la même espèce. Le pigeon s'apparie pour la vie. C'est là une grande commodité pour l'éleveur, qui peut ainsi améliorer et faire reproduire fidèlement plusieurs races, quoiqu'elles habitent une même volière. Cette circonstance doit, d'ailleurs, avoir singulièrement favorisé la formation de nouvelles races. Il est un point qu'il est bon d'ajouter. Les pigeons se multiplient beaucoup et vite, et on peut sacrifier tous les sujets défectueux, car ils servent à l'alimentation. Les chats, au contraire, en raison de leur habitude nocturne et vagabonde, ne peuvent pas être aisément appareillés. Et, bien qu'ils aient une si grande valeur aux yeux des femmes et des enfants, nous voyons rarement une race distincte se perpétuer parmi eux. Celles que l'on rencontre, en effet, sont presque toujours importées de quelques autres pays, souvent une île. Certains animaux domestiques varient moins que d'autres. Cela ne fait pas de doute. On peut cependant, je crois, attribuer à ce que la sélection ne leur a pas été appliquée la rareté ou l'absence de races distinctes chez le chat, chez l'âne, chez le paon, chez l'oise, etc. Chez les chats, parce qu'il est fort difficile de les appareiller. Chez les ânes, parce que ces animaux ne se trouvent ordinairement que chez les pauvres gens, qui s'occupent peu de surveiller leur reproduction. Chez le paon, parce que cet animal est difficile à élever et qu'on ne le conserve pas en grande quantité. Chez l'oie, parce que ce volatile n'a de valeur que pour sa chair et pour ses plumes. Et surtout, peut-être, parce que personne n'a jamais désiré en multiplier les races. Présumons ce qui est relatif à l'origine de nos races d'animaux domestiques et des plantes cultivées. Je crois que les changements dans les conditions d'existence, par leur action sur le système reproducteur, ont la plus haute importance comme cause de variabilité. Je ne crois pas que la variabilité soit un phénomène nécessaire et inhérent, en toutes circonstances, à tous les êtres organisés, comme certains
comme certains auteurs l'ont prétendu. Les effets de la variabilité sont modifiés par divers degrés d'hérédité et de réversion. La variabilité est régie par de nombreuses lois inconnues, et plus particulièrement par la corrélation de croissance. On peut attribuer quelque chose à l'action directe des conditions de vie. Il est nécessaire d'attribuer quelque chose à l'usage et au non-usage. Le résultat final est ainsi rendu infiniment complexe. Dans quelques cas, le croisement d'espèces primitives distinctes semble avoir joué un rôle fort, important, au point de vue de l'origine de nos races. Dès que plusieurs races ont été formées dans une région, quelle qu'elle soit, leur croisement accidentel avec l'aide de la sélection a sans doute puissamment contribué à la formation de nouvelles variétés. On a toutefois considérablement exagéré l'importance des croisements, et relativement aux animaux, et relativement aux plantes qui se multiplient par graines. L'importance du croisement est immense, au contraire, pour les plantes qui se multiplient temporairement par bouture, par greffe, etc. Parce que le cultivateur peut, dans ce cas, négliger l'extrême variabilité des hybrides et des métis et la stérilité des hybrides. Mais les plantes qui ne se multiplient pas par graines ont pour nous peu d'importance, leur durée n'étant que temporaire. Parmi toutes ces causes de changement, je suis convaincue que l'action cumulative de la sélection, qu'elle soit appliquée méthodiquement et vite, ou bien inconsciemment et plus lentement, est de loin la force la plus importante.